Quand je suis allée vivre chez mon fils, je ne lui ai rien dit des 27 millions d'euros que j'avais hérités de mon mari. Dieu merci, je n'en ai rien dit. Car quelques jours plus tard, sa femme est arrivée avec un notaire, et j'ai compris qu'ils avaient l'intention de me voler jusqu'au dernier centime. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que cette vieille dame en avait déjà trop vu pour se laisser berner par deux vauriens qui pensaient pouvoir abuser de moi. Tout a commencé quand ils m'ont fait quitter ma propre maison. Oui, vous avez bien entendu. Après 40 ans passés dans cette maison, après y avoir élevé mes enfants, après avoir veillé sur mon mari jusqu'à son dernier souffle, mon fils Damien et sa femme Pauline sont arrivés avec un sourire hypocrite et m'ont dit que c'était pour mon bien de déménager chez eux, qu'une femme de 65 ans ne devrait pas vivre seule, qu'ils voulaient prendre soin de moi pendant mes années dorées. Menteurs! Ce qu'ils voulaient, c'était m'avoir sous leur contrôle pour mieux me manipuler. Mais moi, jointe la vieille sotte qu'ils croyaient que j'étais, j'ai accepté. Je les ai remerciés, je leur ai même dit qu'ils étaient très bons avec moi. Car voyez-vous, quand on arrive à mon âge, on apprend que parfois, il vaut mieux qu'ils vous croient stupide. Il vaut mieux qu'ils pensent que vous êtes une pauvre vieille confuse, qui ne comprend rien à ce qui se passe autour d'elle. Mais la vérité, c'est que je comprenais tout. Je comprenais pourquoi Pauline insistait tant pour que j'aille vivre avec eux, juste après les funérailles de mon mari. Je comprenais pourquoi ils étaient soudainement devenus si affectueux avec moi. Je comprenais pourquoi Damien, qui me rendait à peine visite une fois par mois quand son père était en vie, venait maintenant tous les jours, soi-disant inquiet pour mon bien-être. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est ce que j'avais changé. Que la mort de mon mari ne m'avait pas seulement laissée veuve, mais qu'elle m'avait aussi laissé autre chose, quelque chose qu'aucun d'eux n'imaginait. Car mon mari, cet homme silencieux qui travaillait dans une entreprise d'import-export, avait gardé un secret pendant toutes ces années. Un secret de 27 millions d'euros que seul moi connaissais désormais. Quand l'avocat m'a appelé 3 semaines après l'enterrement, j'ai cru à une blague. « Madame Hélène, m'a-t-il dit au téléphone, votre mari a laissé des instructions très précises. Il y a un compte bancaire en Suisse auquel vous seul pouvez accéder. Les documents sont dans un coffre-fort qui ne s'ouvre qu'avec votre empreinte digitale. » Au début, je ne l'ai pas cru. Comment était-il possible que mon mari ait autant d'argent caché? Comment était-il possible qu'il ne m'ait jamais rien dit? Mais quand je suis allée à la banque et que j'ai vu les chiffres sur cet écran, quand j'ai vu tous ces comptes à mon nom, quand j'ai réalisé que j'étais millionnaire et que personne d'autre ne le savait, j'ai compris pourquoi mon mari avait gardé le secret. J'ai compris qu'il me protégeait, qu'il savait que si la famille l'apprenait, il me verrait comme un butin plutôt que comme une personne. Et il avait raison, car à peine avais-je emménagé chez Damien et Pauline qu'ils ont commencé à montrer leur vrai visage. Pauline, avec ses robes rouges criardes et ses ongles toujours parfaits, a commencé à me parler comme si j'étais une petite fille. « Hélène, ne t'inquiète pas pour l'argent. On s'occupe de tout, me disait-elle, en fouillant dans mon sac à la recherche de mon chéquier. Hélène, tu n'as plus besoin de t'occuper de ces choses compliquées. Laisse-nous faire. » Damien n'était pas mieux, mon propre fils, la créature que j'avais portée dans mon ventre pendant 9 mois, que j'avais élevée avec tant d'amour, me parlait maintenant comme si j'étais un fardeau. « Maman, tu dois comprendre que les choses ont changé. Papa n'est plus là pour s'occuper de toi. Maintenant, c'est Pauline et moi qui devons prendre soin de toi. » Comme si j'étais un vieux meuble à reléguer au grenier. Mais je les ai laissés croire que j'étais confuse. Je les ai laissés croire que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je faisais semblant d'être la vieille dame étourdie qui ne savait même pas utiliser un téléphone. Je feignais de ne plus me souvenir où j'avais mis mes documents importants. J'agissais comme si j'avais besoin d'aide pour comprendre les choses les plus élémentaires. Car pendant qu'ils croyaient me duper, moi, j'observais, j'apprenais. Je me préparais à ce que je savais qui allait arriver. Et ce qui allait arriver était bien pire que ce que j'imaginais. La première semaine chez eux fut comme une pièce de théâtre mal jouée. Pauline se levait tous les matins en s'apprêtant comme si elle allait à une fête, avec ses robes vertes brillantes et ses talons qui résonnaient dans toute la maison comme des coups de marteau. Elle se maquillait devant le miroir de la salle à manger pendant que je prenais mon petit déjeuner, me parlant comme si j'étais sourde.
Hélène, ma chérie, aujourd'hui nous allons à la banque pour régler quelques petites paperasses pour ton compte. Oui, ce sont des choses ennuyeuses, mais nécessaires. Je hochais la tête avec mon visage de vieille confuse, mais à l'intérieur, je prenais des notes mentales de chaque mot, chaque geste, chaque mensonge qui sortait de sa bouche peinte en rouge. Car Pauline ne savait pas que j'avais été mariée à un homme d'affaires pendant 40 ans. Elle ne savait pas que j'avais vu des milliers de contrats, que j'avais assisté à des dîners où se concluaient des affaires de plusieurs millions, que j'avais appris à repérer les escrocs à des kilomètres à la ronde. Damien était plus subtil, mais pas moins évident. Mon fils avait hérité de la lâcheté de son père, mais pas de son intelligence. Il s'approchait de moi avec ce sourire hypocrite qu'il avait perfectionné depuis l'enfance quand il voulait quelque chose. « Maman, tu te souviens où papa gardait les documents importants ? Pauline et moi voulons t'aider à tout organiser, mais nous devons savoir quel papier tu as. » Comme si j'étais assez sotte pour ne pas comprendre qu'il cherchait mes biens. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas que je n'avais rien à organiser. Mes biens officiels se résumaient à un compte d'épargne de 2000 € et la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. C'était tout ce qui apparaissait sur les documents qu'ils pouvaient trouver. Les 27 millions d'euros étaient si bien cachés que même le meilleur détective ne les aurait pas trouvés sans les codes que seul moi connaissais. Mais ils l'ignoraient, et je n'avais aucune intention de le leur dire. Car chaque jour qui passait, chaque conversation que j'avais avec eux, chaque regard qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne les voyais pas, me confirmait que j'avais pris la bonne décision. Ces deux serpents ne méritaient pas un seul centime de ce pourquoi mon mari avait tant travaillé. La deuxième semaine, ils ont commencé à resserrer l'étau. Pauline est entrée dans ma chambre un matin de bonne heure, sans frapper, avec un plateau de petit déjeuner et ce sourire que j'avais appris à haïr. « Hélène, mon amour, je t'ai apporté ton petit déjeuner préféré. » Ce n'était pas mon petit déjeuner préféré. C'était un porridge insipide avec des fruits gâtés. Mais j'ai souri. Et je l'ai remerciée comme si elle m'avait apporté un festin. « Tu sais, Hélène, me dit-elle, en s'asseyant sur mon lit sans permission. Damien et moi avons pensé à ton avenir. Une femme de ton âge a besoin de sécurité. Elle a besoin de savoir que quelqu'un s'occupera d'elle quand elle ne pourra plus se prendre en charge toute seule. » Ses yeux brillaient d'une avidité qui me donnait la nausée. Nous avons parlé à un avocat de nos amis, Maître Lefebvre, et il nous dit qu'il serait très bon pour toi de faire un testament, tu sais, pour que tout soit en ordre. Voilà la première manœuvre, le premier mouvement sur l'échiquier qu'ils pensaient jouer avec moi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je jouais aux échecs bien avant leur naissance. « Un testament ?» demandai-je d'une voix tremblante, feignant d'être dépassée. « Mais je n'ai rien d'important à laisser. »« Oh, Hélène, ne dis pas ça !» répondit Pauline avec cette fausse voix qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler. « Tu as la maison, tu as tes économies, tu as des objets de valeur. Il est important que tout soit légal, que quelqu'un de responsable s'occupe de tes affaires quand tu ne seras plus là. » Quelqu'un de responsable, comme si elle et Damien étaient dans la définition même de la responsabilité. Cet après-midi-là, alors qu'ils pensaient que je faisais la sieste, je les ai entendus parler dans la cuisine. Leur voix parvenait clairement jusqu'à ma chambre, et chaque mot était comme un clou dans le cercueil de ma confiance en eux. « Il faut que ce soit rapide, » disait Pauline. « On ne peut pas attendre qu'elle meure de sa belle mort. Il faut qu'elle signe ses papiers avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. »« Et si elle ne veut pas signer ?» demanda Damien avec cette voix d'enfant effrayé qu'il avait eue toute sa vie. « On ne peut pas la forcer. »« Bien sûr que si, » répondit Pauline avec une froideur qui me glaça le sang. « Ta mère est vieille, elle est confuse, elle est vulnérable. » L'avocat, Maître Lefebvre, en état de prendre des décisions par elle-même, qu'elle a besoin d'un tuteur légal. « Et qui serait le tuteur ?» demanda Damien. « Nous, évidemment, » répondit Pauline, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous sommes sa famille, nous sommes les seuls à nous soucier d'elle,
et quand nous serons ses tuteurs légaux, nous pourrons faire ce que nous voudrons de ses biens. Voilà leur plan complet. Ils voulaient me faire déclarer incapable mentalement pour pouvoir voler tout ce qu'ils croyaient que j'avais. Ils voulaient utiliser mon âge et ma prétendue confusion pour s'emparer de ma maison, de mes économies, de tout ce qui aurait été à moi. Ils ne savaient pas que ce que j'avais réellement était bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer dans leurs rêves les plus ambitieux. Mais ils savaient aussi que ce qu'ils prévoyaient était cruel, impitoyable. C'était exactement le type d'abus que des milliers de personnes âgées subissaient chaque jour des mains de leur propre famille. Et cela me faisait plus mal que tout. Ce n'était pas seulement qu'ils voulaient me voler, c'était qu'ils étaient prêts à détruire ma dignité, mon autonomie, mon droit à prendre mes propres décisions, juste pour obtenir un argent dont ils n'avaient même pas besoin. Car voyez-vous, Damien avait un bon travail. Pauline travaillait aussi, même si elle passait plus de temps à dépenser qu'à gagner. Ils vivaient dans une belle maison, avaient 2 voitures, partaient en vacances 2 fois par an. Ils n'étaient pas en difficulté financière, ils étaient simplement avides. Ils pensaient simplement qu'ils méritaient plus que ce qu'ils avaient, et que j'étais la source facile pour l'obtenir. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai sorti le téléphone portable que j'avais caché dans mon sac. Oui, j'avais un téléphone portable. Oui, je savais parfaitement m'en servir. Un autre des mensonges que je leur avais fait croire, que je ne comprenais pas la technologie moderne. Mais la vérité, c'est que mon mari m'avait appris à utiliser toutes ces choses des années avant de mourir. Hélène, m'avait-il dit, le monde change. Tu dois apprendre à t'y mouvoir si tu veux survivre. J'ai composé le numéro que m'avait donné l'avocat de mon mari, Maître Bernard. Un homme sérieux, professionnel, qui avait géré les affaires de mon mari pendant plus de 20 ans. Quand il a répondu, je lui ai expliqué la situation à voix basse. « Maître Bernard, lui dis-je, j'ai besoin de votre aide. Ma famille essaye de me voler et je crois qu'ils vont tenter de me faire déclarer incapable mentalement. »« Madame Hélène ?» me répondit-il d'une voix qui transmettait de la tranquillité. « Ne vous inquiétez pas, dès demain, je commencerai à préparer tout le nécessaire pour vous protéger. Mais j'ai besoin que vous continuiez à agir comme si vous ne saviez rien. J'ai besoin que vous les laissiez croire que leur plan fonctionne. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Parce que nous allons leur tendre un piège, » me répondit-il. « Un piège qui servira non seulement à vous protéger, mais aussi à nous assurer qu'ils paieront pour ce qu'ils essaient de faire. » Le lendemain, Maître Bernard est arrivé à la maison déguisé en agent d'assurance. Pauline l'a accueilli à la porte avec ce sourire hypocrite qu'elle réservait aux étrangers. « Bonjour, madame, » lui dit-il d'une voix professionnelle. « Je viens parler à madame Hélène au sujet d'une police d'assurance vie que son défunt mari a souscrite il y a quelques années. Il y a certains bénéfices qu'elle peut réclamer. » Pauline en bavait presque en entendant les mots « bénéfices » et « argent ». « Oh, c'est merveilleux !» s'exclama-t-elle avec une émotion qu'elle ne put dissimuler. Hélène était là, mais elle est un peu confuse ces derniers temps. Peut-être serait-il préférable que vous parliez avec moi. Je suis sa belle-fille et je l'aide pour toutes ses affaires financières. Maître Bernard me regarda avec une expression que seul moi pouvais interpréter. « Bien sûr, madame, mais la loi exige que je parle directement avec la bénéficiaire. Ce ne sont que quelques questions de routine. » Pauline n'eut d'autre choix que de m'appeler, mais elle resta debout à côté de nous pendant toute la conversation, essayant d'entendre chaque mot. « Madame Hélène ?» me dit Maître Bernard d'une voix assez forte pour que Pauline entende. « Selon nos dossiers, vous pourriez avoir droit à une compensation pour la police de votre mari, mais j'ai besoin que vous signiez quelques documents pour traiter la réclamation. » Pauline a pratiquement sauté de joie. Dans sa tête avide, elle dépensait déjà un argent dont elle ne savait même pas s'il existait. Mais ce qui se passait réellement, c'est que Maître Bernard me donnait des documents complètement différents. Des documents qui me protégeaient légalement, des documents qui établissaient que j'étais en pleine possession de mes facultés mentales, des documents qui nommaient Maître Bernard
comme mon représentant légal, au cas où quelqu'un essaierait de me déclarer incapable. Tout cela pendant que Pauline croyait assister à une occasion en or de voler plus d'argent. « De combien d'argent pourrait-il s'agir » demanda Pauline, incapable de se retenir. Son avidité était si transparente que c'en était gênant. « Eh bien, » répondit maître Bernard avec un sourire que je reconnus comme dangereux. « Cela dépend de plusieurs facteurs. Nous pourrions parler d'une somme considérable. Mais nous devons d'abord vérifier que Madame Hélène est en état de prendre des décisions financières par elle-même. » C'est là que Pauline a commis sa première grosse erreur. « Oh, mais Hélène va parfaitement bien, » dit-elle rapidement. « Elle peut prendre ses propres décisions, n'est-ce pas, Hélène ?» Elle s'était complètement contredite. Elle venait d'affirmer que j'étais en pleine possession de mes facultés mentales juste après avoir planifié de me faire déclarer incapable. Maître Bernard est parti ce jour-là, laissant Pauline plus excitée que jamais, mais il m'a aussi laissé un petit dispositif d'enregistrement qui ressemblait à un appareil auditif. « Madame Hélène » m'avait-il murmuré en feignant de vérifier mes documents. « Cet appareil enregistrera tout ce qu'ils diront près de vous. Gardez-le tout le temps. Nous aurons besoin de preuves de tout ce qu'il prévoit. » Ce soir-là, pendant le dîner, Pauline ne pouvait s'arrêter de parler de l'assurance. « Hélène, quelle chance tu as !» me disait-elle en coupant sa viande, avec une agressivité qui me fit penser que dans son esprit, elle coupait autre chose que de la nourriture. « Ton mari s'est vraiment soucié de toi. Bien sûr, gérer autant d'argent peut être compliqué pour une personne de ton âge. Peut-être devrions-nous t'aider avec ça aussi. » Damien hocha la tête comme la marionnette qu'il était. « Maman, Pauline a raison. Nous pouvons t'aider à investir cet argent, à nous assurer qu'il est bien géré, comme si l'un des deux savait quoi que ce soit sur les investissements, comme si l'un des deux avait travaillé un jour honnêtement dans sa vie. »« Je ne sais pas, » répondis-je de ma voix. « De pa voix la plus fragile. C'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûre de pouvoir le gérer seule. » Bien sûr que c'était un mensonge. J'avais géré les finances de ma maison pendant 40 ans. J'avais aidé mon mari dans ses affaires. J'en savais plus sur l'argent que ces deux inutiles réunis. « Exactement, » dit Pauline, triomphante. « C'est pour ça que tu as besoin de notre aide. C'est pour ça que tu as besoin que quelqu'un de responsable s'occupe de ces choses pour toi. » Voilà encore ce mot, responsable. Comme si voler une vieille dame était le comble de la responsabilité. Mais ce qui me dérangeait vraiment, ce n'était pas seulement leur plan, c'était la façon dont ils me parlaient. C'était la façon dont ils me traitaient, comme si j'étais une petite fille qui ne comprenait rien. C'était la façon dont ils avaient décidé que ma vie, mon argent, mes décisions leur appartenaient maintenant, simplement parce que j'avais vieilli. Car voyez-vous, vieillir n'est pas seulement un processus physique, c'est aussi un processus social. La société décide que lorsque vous atteignez un certain âge, vous n'êtes plus une personne à part entière. Vous n'avez plus le droit de prendre vos propres décisions. Vous n'avez plus droit à votre vie privée, à votre dignité, à votre autonomie. Et la famille est souvent la première à vous traiter comme si vous étiez un objet plutôt qu'une personne. Mais je n'étais pas n'importe quelle vieille dame. J'étais Hélène, une femme qui avait élevé 3 enfants, qui avait construit un foyer, qui avait travaillé aux côtés de son mari pour créer une vie prospère. J'étais une femme qui avait appris à lire les gens, à détecter leurs mensonges, à se protéger de leurs manipulations. Et maintenant, j'étais une femme avec 27 millions d'euros cachés et la détermination de les utiliser pour donner une leçon à ces deux parasites. Le lendemain, Pauline a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous avec son amie avocat. « Hélène, ma chérie, » me dit-elle de cette voix mielleuse qu'elle avait perfectionnée. « Maître Lefebvre veut te rencontrer. Il va nous aider à organiser tous tes papiers légaux, tu sais, pour que tout soit en ordre. » Maître Lefebvre s'est avéré être exactement ce à quoi je m'attendais. Un homme de 50 ans, avec un costume bon marché, qui se voulait professionnel, mais qui ne parvenait pas à cacher son manque d'éthique. « Madame Hélène, » me dit-il en arrivant à la maison, « c'est un plaisir de vous rencontrer. Pauline m'a beaucoup parlé de vous. » J'en étais sûre. J'étais sûre que Pauline lui avait dit exactement ce qu'il devait savoir pour faire son sale travail, que j'étais une vieille confuse avec un peu d'argent qu'il pouvait voler légalement.
Madame Hélène, continua Lefebvre en sortant un dossier rempli de documents. J'ai préparé quelques papiers qui vont beaucoup simplifier votre vie. Une procuration qui permet à votre famille de gérer vos affaires financières lorsque vous ne pourrez plus le faire. Un testament qui garantit que vos biens iront aux personnes qui ont vraiment pris soin de vous. Et quelques autres documents qui protègent votre avenir. Protéger mon avenir, comme si me voler était une forme de protection. Mais je m'étais préparée à ce moment. Maître Bernard m'avait expliqué exactement ce qui allait se passer et comment je devais réagir. « Maître Lefebvre, lui dis-je d'une voix tremblante, ces documents sont très compliqués. Je ne suis pas sûre de bien les comprendre. »« Ne vous inquiétez pas, madame, » répondit-il avec cette condescendance qui me donnait envie de vomir. « Je vous explique tout. En gros, ces papiers disent que si vous tombez malade ou si vous devenez confuse, Damien et Pauline pourront prendre des décisions pour vous. C'est quelque chose de très courant chez les personnes de votre âge. Les personnes de mon âge, comme si 65 ans était une sentence de mort intellectuelle. Mais j'ai continué à feindre la confusion. Et si je ne veux pas qu'ils prennent des décisions pour moi, et si je peux encore penser par moi-même? Lefebvre échangea un regard avec Pauline. Un regard qui disait « Cette vieille est plus difficile que prévu. » « Madame Hélène, me dit-il avec une patience forcée, personne ne dit que vous ne pouvez pas penser, mais il est important d'être réaliste. L'âge apporte des changements, et il vaut mieux être préparé à ces changements. L'âge apporte des changements. Oui, c'est vrai, mais il apporte aussi la sagesse, l'expérience, et la capacité de voir à travers les mensonges de gens comme lui. « Et si je ne veux pas signer ?» demandai-je. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pauline se raidit. Damienne bougea, mal à l'aise sur sa chaise. Lefebvre ajusta sa cravate, car voilà la question qu'il ne voulait pas que je pose. La question qui révélait que je n'étais peut-être pas aussi facile à manipuler qu'il l'avait pensé. « Eh bien, dit finalement Lefebvre, vous avez le droit de ne pas signer. Mais je dois vous avertir que si vous ne prenez pas ces précautions maintenant, il pourrait être plus difficile de vous protéger plus tard. Si un jour vous devenez confuse, il pourrait être nécessaire qu'un juge prenne ses décisions pour vous. Une menace claire et directe. Signez ces papiers volontairement, ou nous les ferons signer pour vous involontairement. » Mais j'ai souri de mon sourire le plus innocent. « Quoi ? Eh bien, si c'est pour mon bien, je suppose que je devrais signer. Mais j'aimerais tout lire d'abord. Je peux prendre quelques jours pour y réfléchir ?» Lefebvre n'avait pas l'air content, mais il n'avait pas le choix. « Bien sûr, madame. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais souvenez-vous que ces documents sont conçus pour vous protéger. » Me protéger, le mot le plus mensonger que j'avais entendu de ma vie. Ce soir-là, après le départ de Lefebvre, Pauline et Damien me suivirent jusqu'à ma chambre. Ils ne frappèrent pas à la porte. Ils entrèrent simplement comme si c'était leur droit, comme si ma vie privée n'existait plus. Pauline s'assit sur mon lit sans permission, tandis que Damien resta debout près de la porte comme un gardien. « Et Hélène, » commença Pauline de cette voix qu'elle utilisait quand elle voulait paraître maternelle, mais qui ressemblait plutôt à un serpent se faisant passer pour une colombe. « Nous devons te parler. Damien et moi sommes très inquiets pour toi. »« Qu'est-ce de quoi ?» demandai-je en feignant l'innocence, tandis que le petit appareil de maître Bernard enregistrait chaque mot. « De ton comportement, » répondit Damien, montrant enfin un peu de courage, même si c'était pour quelque chose d'aussi lâche. « Dernièrement, tu as été différente, plus méfiante, plus réticente à recevoir de l'aide. » Réticente à recevoir de l'aide, comme si refuser de me faire voler était une maladie mentale. « Je ne comprends pas, » murmurai-je, perfectionnant mon jeu de vieille dame confuse. « Je veux juste être sûre de ce que je signe. C'est mal ?» Pauline se pencha vers moi, et je pus sentir son parfum bon marché mêlé au désespoir. « Hélène, ma chérie, parfois, quand les gens vieillissent, ils deviennent paranoïaques.
Ils commencent à se méfier même de leur propre famille. C'est normal, mais c'est aussi dangereux. Paranoïaque, c'était le nouveau mot qu'ils allaient utiliser pour me décrire. D'abord confuse, maintenant paranoïaque. Ils construisaient notre dossier pas à pas. Le médecin que nous connaissons pourrait t'aider, continua Pauline. Il pourrait te donner quelque chose pour que tu te sentes plus calme, plus confiante. Et pendant ce temps, nous pouvons nous occuper de toutes ces choses compliquées qui te stressent. Un médecin qu'il connaissait. Des médicaments pour me calmer. Il me menaçait de me droguer pour que je sois plus facile à gérer. Le niveau de leur méchanceté me laissa sans voix un instant. Je ne me sens pas stressée, réussis-je à dire finalement. Je veux juste comprendre ce que je signe. Maman, dit Damien avec cette voix d'enfant frustré qu'il avait utilisée toute sa vie quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Tu ne peux pas continuer à être aussi méfiante. Nous sommes ta famille. Tout ce que nous voulons, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de moi. Oui, c'était leur façon de prendre soin. J'aurais préféré qu'ils me détestent ouvertement. D'accord, soupirai-je comme si je me rendais. Peut-être que vous avez raison, peut-être que je suis trop méfiante. Je vis leurs yeux s'illuminer d'avidité. Mais j'aimerais quand même lire les documents une fois de plus avant de signer. Juste pour être sûre. Bien sûr, dit Pauline rapidement. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais souviens-toi que maître Lefebvre est très occupé. Nous ne pouvons pas le faire attendre trop longtemps. C'est après qu'il soit sorti de ma chambre, je suis restée assise dans le noir, digérant ce qui venait de se passer. Il ne voulait pas seulement me voler, il voulait me droguer, me faire déclarer mentalement incompétente, détruire complètement mon autonomie en tant qu'être humaine, et tout ça pour un argent dont il ne connaissait même pas l'existence. Le lendemain, alors qu'ils pensaient que je faisais la sieste, j'ai entendu une autre conversation dans la cuisine. Cette fois, leurs voix étaient un plus pressantes, plus désespérées. « Elle prend trop de temps, » disait Pauline. Lefebvre dit que plus on lui donne de temps pour réfléchir, plus c'est dangereux. Les vieilles personnes parlent. Elles pourraient te raconter à quelqu'un l'histoire des documents. « Et que suggères-tu » demanda Damien. « Qu'on la presse davantage, qu'on la fasse se sentir coupable de ne pas nous faire confiance. Et si ça ne marche pas ?» Il y eut une longue pause. Lefebvre connaît un médecin qui peut certifier qu'elle n'est plus en état de prendre des décisions. Nous n'avons pas besoin de son consentement si un médecin dit qu'elle est incapable. « Mais n'est-ce pas illégal » demanda Damien d'une voix qui montrait qu'il le savait parfaitement. « Seulement si quelqu'un l'apprend, » répondit Pauline avec une froideur qui me fit frissonner. « Et qui va l'apprendre ? Hélène n'a pas d'autres parents qui lui rendent visite. Elle n'a pas d'amis qui viennent la voir. Il n'y a que nous. Et nous allons très bien prendre soin d'elle dans son nouvel état. » Son nouvel état. Il voulait faire de moi une prisonnière dans ma propre vie. Il voulait me voler non seulement mon argent, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit d'exister en tant que personne à part entière. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas aussi seule qu'ils le pensaient. Maître Bernard avait été très occupé ces derniers jours. Non seulement il avait préparé mes défenses légales, mais il avait aussi engagé un détective privé pour suivre Pauline et Lefebvre. Ce qu'ils avaient découvert était fascinant. Il s'est avéré que ce n'était pas la première fois que Lefebvre aidait des familles à gérer les affaires de leurs parents âgés. Il avait un modus operandi. Il cherchait des familles avec des personnes âgées ayant un peu d'argent et les convainquait qu'elles avaient besoin de protection légale. Ensuite, avec des médecins corrompus, il déclarait les personnes âgées incapables et gardait un pourcentage des biens volés. Pauline n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Avant d'épouser Damien, elle avait été mariée à un autre homme plus âgé. Un homme qui était mort mystérieusement après avoir signé un testament qui lui laissait tout. L'enquête officielle avait conclu à une mort naturelle, mais les circonstances étaient elle était potentiellement une meurtrière. Cette information a tout changé. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mon argent, il s'agissait de protéger ma vie.
Maître Bernard est venu me voir le lendemain, cette fois déguisé en travailleur social du gouvernement. « Madame Hélène », me dit-il à voix haute tandis que Pauline écoutait depuis la cuisine. « Nous effectuons une visite de routine pour nous assurer que les personnes âgées de notre secteur reçoivent les soins appropriés. » Pauline est immédiatement apparue avec son sourire le plus hypocrite. « C'est merveilleux que le gouvernement se soucie autant des personnes âgées », s'exclama-t-elle. « Hélène est très bien soignée ici. Nous nous assurons qu'elle a tout ce dont elle a besoin. »« Excellent, » répondit Maître Bernard. « Mais j'ai besoin de parler à Madame Hélène seule. C'est le protocole standard. Juste quelques questions de routine sur son bien-être. » Pauline n'avait pas l'air contente, mais elle ne pouvait pas refuser sans paraître suspecte. « Bien sûr, » dit-elle entre ses dents. « Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de quelque chose. » Une fois que nous fûmes seuls, Maître Bernard me parla à voix basse, mais assez fort pour que le dispositif d'enregistrement capte tout. « Madame Hélène, vous sentez-vous en sécurité dans cette maison ? Quelqu'un vous a-t-il fait pression pour signer des documents que vous ne comprenez pas ? Quelqu'un vous a-t-il menacé de quelque manière que ce soit ?» Je répondis de ma voix la plus claire et la plus forte, établissant pour l'enregistrement que j'étais complètement lucide. « Oui, je me sens sous pression. Ma belle-fille et mon fils veulent que je signe des documents qui m'ôteraient le contrôle de mes propres décisions. Ils m'ont aussi menacé de me faire déclarer mentalement incompétente si je ne coopère pas. »« Et vous considérez-vous comme mentalement compétente ?» demanda Maître Bernard. « Complètement, » répondis-je. « Je peux penser par moi-même. Je peux prendre mes propres décisions et je n'ai besoin de personne pour me contrôler. » Pauline, qui avait manifestement écouté depuis la cuisine, apparut à la porte, le visage paniqué. « Hélène, ma chérie, je crois que tu es confuse. Personne ne te met la pression, nous voulons juste t'aider. » Maître Bernard l'ignora complètement. « Madame Hélène, si vous sentez que vous êtes victime d'abus ou de manipulation, nous avons des ressources pour vous aider. Aimeriez-vous que nous vous mettions en contact avec les services de protection des adultes ? » ?»« Oui, » répondis-je fermement. « J'aimerais beaucoup. » Pauline devint pâle. Son plan parfait s'effondrait sous ses yeux, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter sans paraître exactement ce qu'elle était. Une abuseuse essayant de faire taire sa victime. Mais je savais que ce n'était que le début. Pauline n'allait pas abandonner si facilement, et quand les gens désespérés se sentent acculés, ils sont capables de tout, même du meurtre. Ce soir-là, Pauline et Damien ne sont pas venus dîner. Je les ai entendus chuchoter dans leur chambre pendant des heures, et bien que je ne puisse pas distinguer tous les mots, le ton était celui du désespoir pur. Leur plan parfait s'effondrait, et ils le savaient, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjoué des plans bien avant leur naissance. À 2 heures du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir, des pas qui se dirigeaient vers ma chambre. Je fis semblant de dormir, mais je gardais les yeux entr'ouverts. Pauline entra furtivement, quelque chose à la main. Elle s'approcha de ma table de chevet où se trouvait mon verre d'eau et y versa quelque chose. Une poudre blanche qui se dissolut immédiatement. Ma propre belle-fille essayait de me droguer. Mais j'attendais exactement cela. Maître Bernard m'avait prévenu que lorsque les abuseurs se sentent acculés, ils intensifient leur violence. Il m'avait donné de fausses pilules pour remplacer tout médicament qu'ils essaieraient de me donner et m'avait appris à feindre les effets des drogues sans être réellement drogué. Le lendemain, quand ils m'ont apporté le petit déjeuner avec mon verre d'eau spécial, je l'ai bu entièrement devant eux. J'ai vu la satisfaction dans les yeux de Pauline, pensant que son plan fonctionnait. Une demi-heure plus tard, j'ai commencé à agir comme si j'étais confuse et somnolente. « Hélène, tu te sens bien ?» demanda Pauline avec une fausse inquiétude qui me donnait la nausée. « Je me sens bizarre, » murmurai-je en traînant les mots comme si j'étais dans un nuage. « Oh, la pauvre !» dit Pauline, mais ses yeux brillaient de triomphe. « Ce doit être le stress de toutes ces affaires légales. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu plus ?» Mais Philippe, au lieu de me reposer, j'ai fait semblant d'être plus confuse que d'habitude. J'ai commencé à dire des choses insensées, à paraître désorientée,
à agir exactement comme ils voulaient que j'agisse. Et pendant que je jouais mon rôle de vieille dame droguée, ils jouaient le leur de famille inquiète. « Damien !» dit Pauline à voix haute, clairement pour que je l'entende. « Je crois qu'il faut appeler le médecin. Hélène ne va pas bien. Regarde-la, elle est complètement confuse. » Le médecin est arrivé cet après-midi-là. Le docteur Fournier, un homme de 60 ans, avec un visage qui n'avait jamais souri de sa vie. C'était de toute évidence le médecin corrompu dont Maître Bernard m'avait prévenu, celui qui allait certifier que j'étais mentalement incapable. « Madame Hélène, » me dit-il d'une voix qui se voulait aimable, mais qui ressemblait plutôt à celle d'un entrepreneur de pompes funèbres. « Votre famille est très inquiète pour vous. Ils disent que vous avez été confuse, désorientée. Comment vous sentez-vous ?»« Je ne sais pas, » murmurai-je, feignant d'être drogué. « Tout est flou. Je n'arrive pas à penser clairement. »« Je vois, » dit le médecin en prenant des notes dans un carnet. « Savez-vous quel jour nous sommes ?»« Mardi, » répondis-je, bien que nous fussions vendredi. « Savez-vous où vous êtes ?»« Dans la maison de... »« De qui déjà ?» dis-je en regardant autour de moi, comme si je ne reconnaissais pas l'endroit. Le médecin échangea un regard significatif avec Pauline. « Madame Hélène, je crains que vous ne souffriez d'une détérioration cognitive sévère. C'est courant chez les personnes de votre âge, surtout après des événements traumatisants comme le décès d'un conjoint. Détérioration cognitive sévère. Les mots qui me condamneraient à une vie d'esclavage légal si ce plan fonctionnait. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Damien, feignant de ne pas savoir exactement ce que cela signifiait. « Cela signifie que Madame Hélène n'est plus en état de prendre des décisions importantes. »« Par elle-même, » expliqua le médecin. « Elle a besoin d'un tuteur légal pour s'occuper de ses affaires financières et médicales. Heureusement, vous, en tant que famille, pouvez assumer cette responsabilité. »« C'est une décision très difficile, » dit Pauline, feignant d'être dépassée. « Mais si c'est pour le bien d'Hélène... » »« C'est définitivement pour le mieux, » confirma le médecin. « Je peux certifier son incapacité mentale et vous pourrez procéder aux formalités légales correspondantes. » Voilà, le piège complet. Ils m'avaient drogué. Ils avaient fait venir un médecin corrompu pour certifier que j'étais folle. Et maintenant, ils allaient voler tout ce qu'ils croyaient que j'avais. Tout légal, tout officiel, tout parfaitement planifié. Sauf pour un petit détail qu'ils ignoraient. Maître Bernard avait enregistré toute la conversation depuis l'extérieur de la maison. Il avait du matériel de surveillance professionnelle qui avait capturé chaque mot, chaque aveu de culpabilité, chaque étape de leur plan criminel. Et il n'était pas seul, car pendant qu'ils croyaient refermer leur piège, le mien était en train de s'ouvrir. « Que je dois pas quitter, il me pas panéter. C'est dur. Qu'est-ce que dis-je soudainement, d'une voix parfaitement claire et lucide. Pourriez-vous répéter cela ? Vous avez dit que vous alliez certifier que je suis mentalement incapable ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le médecin devint blême. Pauline resta bouche bée. Damien sembla sur le point de s'évanouir. « Hélène, » balbutia Pauline, « je pensais que tu étais confuse. »« Oh, je suis parfaitement lucide, » répondis-je en me levant avec une énergie qui les laissa tous glacés. Je suis si lucide que je viens d'enregistrer toute cette conversation. Je suis si lucide que j'ai fait semblant d'être droguée toute la matinée. Et je suis si lucide que je sais exactement ce que vous trois avez manigancé. Le médecin tenta de se lever pour partir, mais à ce moment-là, la porte principale s'ouvrit. Maître Bernard entra, suivi de 2 policiers et d'un détective qui enquêtait sur les opérations du docteur Fournier. « Personne ne bouge, » dit le détective. « Pas, vous êtes tous en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, abus sur personne âgée et tentative de séquestration. » Pauline se tourna vers moi avec une fureur qui montrait enfin son vrai visage. « Espèce de vieille sorcière. Tu nous as tendu un piège. »« C'est exact, » répondis-je avec un sourire que j'avais gardé pendant des semaines. « Je vous ai tendu un piège,
tout comme vous m'en avez tendu un. La Pendant que les différence, policiers c'est leur que le passaient mien les a menottes, fonctionné. Pauline continuait de crier. « Vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous essayons seulement de prendre soin d'elle. Elle est folle. »« Madame, » lui dit le détective avec une patience professionnelle. « Nous avons des enregistrements de vous planifiant de droguer Madame Hélène, de vous conspirant avec un médecin pour la déclarer faussement incompétente et de vous la menaçant d'utiliser la force si elle ne coopérait pas. Ce n'est pas prendre soin, c'est un abus criminel. » Damien, mon propre fils, me regarda avec un mélange de haine et de désespoir. « Maman, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. » « C'est précisément pour ça que ça fait si mal, lui répondis-je. Parce que quand ta propre famille te trahit, quand ton propre fils décide que tu vaux plus morte que vive, quand la femme que tu as fait entrer dans ma maison essaye de m'empoisonner, ce n'est pas une famille, ce sont des ennemis. Le docteur Fournier essayait de négocier. Madame Hélène, c'est un malentendu. J'essayais seulement d'aider. « Docteur, » l'interrompit maître Bernard, « nous avons des preuves que vous avez été impliqué dans au moins 12 cas similaires au cours des 5 dernières années. Falsifier des évaluations psychiatriques est un crime fédéral. Vous aurez beaucoup de temps en prison pour réfléchir à toute l'aide que vous avez apportée. » Alors qu'on les emmenait, Pauline me lança une dernière menace. « Ça ne se terminera pas ici, Hélène. Je trouverai un moyen de te détruire. » Mais je me contentais de sourire. Car ce que Pauline ne savait pas, c'est que cela ne faisait que commencer. J'avais gagné la première bataille, mais la guerre n'était pas terminée. Et j'avais 27 millions d'euros pour financer une vengeance qu'elle ne verrait jamais venir. Quand ils furent enfin partis, je restai seule dans la maison avec maître Bernard. « Madame Hélène, » me dit-il avec admiration, « c'était brillant. Mais êtes-vous sûre de vouloir continuer ? » « Nous les avons attrapés, ils sont en état d'arrestation. » « Maître Bernard, » répondis-je, « ces trois-là ne sont que la partie visible de l'iceberg. Combien d'autres personnes âgées subissent ce que j'allais subir? Combien d'autres familles volent leurs propres parents et grands-parents? Combien d'autres médecins vendent de faux certificats d'incompétence mentale? Vous avez raison, admit-il. C'est un problème beaucoup plus vaste. Exactement, dis-je, sentant une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et maintenant, j'ai les ressources pour y faire quelque chose. Cette nuit-là, seule dans ma maison, pour la première fois depuis des semaines, j'ai sorti les documents bancaires que j'avais gardés cachés. 27 millions. Une fortune que mon mari avait accumulée en silence, la protégeant exactement du genre de personne qui venait d'être arrêtée. Mais maintenant, j'allais utiliser cette fortune pour quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. J'allais l'utiliser pour une guerre. Les jours suivants furent comme sortir d'un cauchemar pour entrer dans un rêve. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais me promener dans ma propre maison sans que quelqu'un me surveille. Je pouvais prendre mes propres décisions sans que quelqu'un me questionne. Je pouvais être moi-même sans avoir à prétendre être une vieille dame sans défense. Mais la liberté était accompagnée d'une rage qui avait grandi en silence pendant des semaines. Maître Bernard était venu me rendre visite le lendemain avec des nouvelles de l'affaire. « Madame Hélène, » me dit-il en consultant ses documents. « Pauline et Damien sont en détention préventive sans possibilité de caution. Le juge a estimé qu'ils représentent un danger pour la communauté, en particulier pour les adultes vulnérables. Le docteur Fournier est également détenu et sa licence médicale a été suspendue pour une durée indéterminée. » « Et Lefebvre ?» demandai-je. « Lefebvre, c'est plus compliqué, » admit maître Bernard. « C'est un avocat. Il connaît le système. Il essaye de négocier un accord avec le procureur, offrant des informations sur d'autres cas en échange d'une peine réduite. » D'autres cas. Oui, il s'avère que cette opération était beaucoup plus grande que nous le pensions. Lefebvre a travaillé avec un réseau de médecins corrompus, de faux travailleurs sociaux et même certains employés de banque pour identifier des personnes âgées avec de l'argent et les voler systématiquement. Cela me fit bouillir de colère.
Ce n'était pas seulement mon cas, c'était une opération criminelle qui avait détruit la vie de dizaines, peut-être de centaines de personnes âgées. « Combien de victimes ?» demandai-je. « Jusqu'à présent, nous avons identifié au moins 40 cas au cours des 3 dernières années, mais nous pensons qu'il y en a beaucoup plus. » Maître Bernard me regarda avec une expression sérieuse. « Madame Hélène, vous avez eu de la chance. Vous aviez les ressources et l'intelligence pour vous défendre. Mais beaucoup de ces victimes n'ont pas eu cette chance. Elles ont tout perdu, leur maison, leurs économies, leur liberté. Certaines ont été internées dans des institutions contre leur volonté. D'autres ont simplement disparu. Disparu. Le mot me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Vous voulez dire qu'ils les ont tués ? Nous ne pouvons pas encore le prouver, répondit Maître Bernard avec prudence. Mais il y a plusieurs décès suspects. Des personnes âgées décédées peu de temps après avoir signé des testaments, bénéficiant à des personnes qu'elles connaissaient à peine. Des décès certifiés comme naturels par ce même docteur Fournier. À ce moment-là, je sus que ma guerre personnelle était devenue quelque chose de bien plus grand. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance pour ce qu'il m'avait fait. Baptiste. Il s'agissait de justice pour toutes les victimes qui n'avaient pas eu la chance de se défendre. « Maître Bernard » lui dis-je avec une détermination qui me surprit moi-même. « Je veux utiliser mon argent pour détruire tout ce réseau. Je veux retrouver toutes les victimes. Je veux indemniser leurs familles et je veux m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire ça à une autre personne. Cela va nécessiter beaucoup de ressources, m'avertit-il. Des enquêteurs privés, des avocats spécialisés, peut-être même des équipes de sécurité. Nous pourrions parler de millions d'euros. »« J'ai 27 millions, lui rappelai-je. Et maintenant, je sais exactement à quoi je vais les utiliser. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Maître Bernard a engagé les meilleurs enquêteurs privés du pays. Nous avons engagé des avocats spécialisés dans les crimes contre les personnes âgées. Nous avons installé des bureaux temporaires dans 3 villes différentes pour coordonner l'enquête. Et moi, pour la première fois de ma vie, je suis devenue la tête d'une opération qui aurait rendu mon défunte mari fier. Les résultats furent dévastateurs pour le réseau criminel, mais aussi déchirants pour mon cœur. Nous avons trouvé une femme de 72 ans qui avait été déclarée incompétente après que sa nièce l'ait droguée pendant des semaines. On lui avait volé sa maison et les économies de toute une vie, et on l'avait internée dans une maison de retraite où on la maintenait sous sédatifs en permanence pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Nous avons trouvé un homme de 80 ans qui avait signé une procuration après que son beau-fils l'ait menacé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique s'il ne coopérait pas. On lui avait vidé tous ses comptes bancaires et on l'avait laissé vivre dans des conditions déplorables dans un appartement misérable. Nous avons trouvé un couple de personnes âgées qui avaient été séparés après qu'un soignant professionnel les ait convaincus qu'ils avaient besoin de soins spécialisés. On les avait internés dans des institutions différentes, on avait vendu leur maison et aucun des deux ne savait où se trouvait l'autre. Chaque cas était plus horrible que le précédent. Chaque histoire était un coup de poignard dans le cœur, mais aussi un carburant pour ma détermination. Mais ce qui m'a vraiment fait exploser de fureur, c'est quand nous avons découvert que Pauline avait tout planifié avant même d'épouser Damien. Elle avait fait des recherches sur notre famille, étudié nos finances, calculé exactement combien elle pourrait voler. Son mariage avec mon fils n'avait pas été de l'amour. C'était un plan d'affaires à long terme. Et le pire de tout, c'est que Damien le savait. Mes enquêteurs ont trouvé des courriels échangés entre eux avant le mariage, discutant de la manière de gérer le problème de la belle-mère le moment venu. Mon propre fils avait prévu de me voler dès le jour de son mariage. Cette révélation m'a brisé le cœur, mais elle a aussi libéré en moi quelque chose qui était contenu depuis trop longtemps. Je n'étais plus seulement Hélène, la veuve trahie. J'étais Hélène, la vengeresse. Hélène, la justicière.
Hélène, la femme qui allait utiliser chaque centime de ses 27 millions pour s'assurer que ces criminels paieraient pour chaque vie qu'ils avaient détruite. Mais pendant que j'organisais ma croisade, eux ne sont pas restés inactifs en prison. Pauline avait apparemment plus de ressources d'autres membres du réseau criminel qui étaient encore en liberté, et ils prévoyaient quelque chose pour me faire taire définitivement. Maître Bernard est arrivé chez moi un matin, avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Madame Hélène, me dit-il sans préambule, nous avons un problème. Nos contacts dans la police nous ont informé qu'il y a un contrat sur votre vie. » Un contrat. Pauline a mis un prix sur votre tête, pour quiconque vous élimine avant que vous puissiez témoigner au procès. Et il y a des gens prêts à l'empocher. Je suis restée silencieuse un moment, digérant l'information. Ma propre belle-fille avait mis un prix sur ma vie. La femme qui avait vécu dans ma maison, qui avait mangé à ma table, qui avait faim de m'aimer pendant des années, voulait maintenant me voir morte. « Que recommandez-vous » demandai-je finalement. « Que vous quittiez le pays pour un temps, que vous attendiez que le procès soit terminé et que tout le monde soit en prison, que vous vous protégiez jusqu'à ce qu'il soit sûr de revenir. » Mais j'avais une idée différente. « Non, maître Bernard, je ne vais pas fuir, je vais faire exactement le contraire. Que voulez-vous dire ?» Je souris avec un sourire que j'avais gardé pour ce moment précis. Je veux dire qu'il est temps que Hélène, la vieille dame invisible, disparaisse pour toujours. Et il est temps que Hélène, la femme la plus dangereuse du pays, fasse sa première apparition publique. Madame Hélène. Pauline veut jouer avec des tueurs à gages. Parfait. J'ai 27 millions d'euros pour engager les meilleurs gardes du corps du monde. Elle veut me menacer ? Parfait. Je vais utiliser ces menaces pour générer une publicité nationale sur l'abus des personnes âgées. Elle veut me faire taire ? Parfait. Je vais parler si fort que tout le pays m'entendra. Maître Bernard me regarda avec un mélange d'admiration et de terreur. « Êtes-vous sûr de cela ?» Maître Bernard, dis-je, me sentant plus puissante que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. J'ai passé 65 ans à être invisible. J'ai passé 65 ans à laisser les autres prendre les décisions importantes. J'ai passé 65 ans à être la femme silencieuse qui ne dérange personne. Et maintenant j'ai l'argent, la motivation et la fureur pour changer le monde. Et la première chose que je vais changer, c'est le destin de cette garce qui a osé menacer ma vie. Il était temps que le monde connaisse la vraie Hélène. La transformation a commencé cet après-midi-là. J'ai engagé les meilleurs stylistes de la ville. Non pas pour paraître plus jeune, mais pour paraître plus puissante. J'ai troqué mes robes grises discrètes pour des tailleurs élégants aux couleurs qui imposaient le respect. J'ai engagé une équipe de sécurité qui avait protégé des politiciens et des célébrités. Et le plus important, j'ai engagé la meilleure agence de relations publiques du pays. Madame Hélène, m'a dit la directrice de l'agence, une femme nommée Patricia, âgée de 40 ans, avec le regard le plus perçant que j'ai jamais vu. Votre histoire est exactement ce que ce pays a besoin d'entendre, mais nous devons la raconter de la bonne manière. Vous ne serez pas la victime, vous serez l'héroïne. En 3 jours, mon histoire était sur toutes les chaînes d'information nationales. La veuve millionnaire qui a démantelé un réseau d'abus, titraient les journaux. La femme de 65 ans qui a dupé ses propres escrocs. Hélène Morales, la vengeresse silencieuse. Mais je ne me suis pas contentée d'être dans l'actualité. Je voulais agir. J'ai créé la fondation Hélène Morales pour la protection des adultes avec un don initial de 10 millions d'euros. J'ai engagé les meilleurs avocats du pays pour travailler exclusivement sur des cas d'abus envers les personnes âgées. J'ai mis en place une ligne téléphonique gratuite où toute personne âgée pouvait signaler des abus. Et surtout, j'ai offert une récompense d'1 million d'euros pour toute information menant à la capture de tout membre du réseau criminel encore en liberté. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. En 1 semaine, nous avions reçu plus de 500 appels.
En 2 semaines, nous avions identifié 12 autres membres du réseau. En un mois, nous avions libéré 8 personnes âgées qui étaient maintenues dans des institutions contre leur volonté. Mais ce qui m'a vraiment rempli de satisfaction, c'est de voir comment Pauline a réagi en apprenant ce que je faisais. Maître Bernard est venu me voir avec un enregistrement d'un appel téléphonique que Pauline avait passé depuis la prison. Il l'avait obtenu légalement, bien sûr. Son avocate avait autorisé l'enregistrement dans le cadre des négociations de son dossier. « Cette vieille sorcière m'a dupée !» criait Pauline sur l'enregistrement. Elle nous a fait croire qu'elle était une pauvre vieille dame sans défense, et il s'avère qu'elle est multimilliardaire. Elle a 27 millions d'euros et elle ne nous a jamais rien dit. « Pauline, calmez-vous, disait la voix de son avocat. Cela n'aide pas votre cas. Mon cas est fichu, répondit-elle. Hélène nous a tendu le piège parfait. Elle a fait semblant d'être vulnérable pour que nous commettions toutes les erreurs. Et maintenant, elle utilise de son argent pour nous détruire tous. Saviez-vous ce pour l'argent avant ? Demanda l'avocat. Bien sûr que non. Si j'avais su qu'elle avait 27 millions, je n'aurais jamais essayé de lui voler 2000 euros. J'aurais trouvé un moyen de tout lui voler. Cet aveu me fit éclater de rire. Pauline venait d'admettre publiquement que sa seule erreur avait été de sous-estimer la quantité d'argent qu'elle pouvait voler. Elle ne montrait pas la moindre once de remords pour le mal qu'elle avait causé. Elle était juste en colère de ne pas avoir volé assez. Mais l'enregistrement a également révélé quelque chose de plus important. Pauline a mentionné les noms d'autres membres du réseau que nous n'avions pas encore identifiés. Des noms de personnes qui étaient encore en liberté et qui continuaient à victimiser d'autres personnes âgées. « Maître Bernard, dis-je après avoir écouté l'enregistrement, je veux que vous utilisiez ces informations pour retrouver chacune de ces personnes. Et je veux que nous leur fassions savoir que nous les cherchons. Que voulez-vous dire ? Je veux qu'ils sachent qu'Hélène Morales les traque. Je veux qu'ils sachent que j'ai des ressources illimitées et une détermination absolue. Je veux qu'ils aient peur. » Et ça a fonctionné. Dans les semaines qui l'ont suivi, 3 autres membres du réseau se sont rendus volontairement, espérant conclure des accords avec le procureur. 2 autres ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir le pays. Et un médecin qui avait falsifié des certificats de décès pour couvrir des meurtres, a été retrouvé mort chez lui avec une note de suicide où il confessait ses crimes. L'affaire était devenue le plus grand scandale national de l'année. Tous les journaux télévisés parlaient du réseau d'abus sur personnes âgées et de la vengeance d'Hélène Morales. Les politiciens des 2 bords se disputaient pour voir qui pourrait faire passer les lois les plus strictes contre l'abus des adultes. Et j'étais devenu le visage visible d'une cause qui touchait des millions de personnes. Mais le plus satisfaisant de tout, ce fut quand j'ai reçu un appel de la prison. Damien voulait me parler. « Maman, » me dit-il d'une voix brisée lorsque nous nous sommes finalement rencontrés au parloir. « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que les choses iraient d'aussi loin. » Je le regardais à travers la vitre blindée. Cet homme de 35 ans qui était sorti de mon corps et qui avait décidé de me trahir de la manière la plus cruelle possible. « De quoi es-tu désolé exactement, Damien ? D'avoir essayé de me voler ou d'avoir été attrapé ?»« De tout, » répondit-il. Et pour la première fois depuis des années, je vis de vraies larmes dans ses yeux. « Je suis désolé de t'avoir trahi. Je suis désolé d'avoir laissé Pauline me convaincre de faire quelque chose d'aussi horrible. Je suis désolé de ne pas avoir été le fils que tu méritais. Et que veux-tu que je fasse de ça ? Demandai-je. Je veux que tu me pardonnes, dit-il. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu es ma mère. Tu es la seule famille qu'il me reste. Je restai silencieuse un long moment, étudiant son visage, cherchant un signe de la sincérité que j'avais connue quand il était enfant, cherchant un espoir que le fils que j'avais élevé existait encore quelque part à l'intérieur de cet étranger. « Damien, dis-je finalement, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes avec une honnêteté totale. Si je n'avais pas découvert votre plan, s'ils avaient réussi à me déclarer incompétente et à voler mon argent, qu'auriez-vous fait de moi ensuite ?» Il baissa la tête. « Nous nous serions occupés de toi.
Mensonge, l'interrompis-je. Qu'aurez-vous fait de moi ensuite? Un long, très long silence. Nous t'aurions placé quelque part, admit-il finalement. Et si je m'étais rebellée, si j'avais essayé de m'échapper, si j'avais essayé de dire la vérité, un autre silence, encore plus long. Pauline a dit qu'il y aurait des moyens de te garder calme, murmura-t-il. Des drogues? Oui, et si ça n'avait pas fonctionné? Le silence qui suivit me donna la que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais allaité, que j'avais soigné quand il était malade, que j'avais aidé avec ses devoirs pendant des années, m'aurait tué pour de l'argent. Je te comprends parfaitement, dis-je en me levant. Et maintenant, comprendre ceci. Tu n'as plus de mère. Hélène Morales, la femme qui t'a élevée, était morte le jour où tu as décidé de la trahir. La femme que tu vois maintenant est quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'a pas de famille, quelqu'un qui consacre sa vie à protéger les innocents de gens comme toi. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas ta mère, dis-je avec une froideur qui me surprit moi-même. Je suis Hélène Morales, la femme qui s'est assurée que toi et ta femme passiez le reste de vos vies en prison. Et quand tu sortiras, si jamais tu sors un jour, tu découvriras qu'il n'y a aucun endroit dans ce monde où tu pourras te cacher des conséquences de ce que tu as fait. Je suis sortie de cette prison en sachant que j'avais fermé un chapitre de ma vie pour toujours. Je n'étais plus la mère trahie en quête de justice. J'étais quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus dangereux. J'étais une femme qui n'avait rien à perdre et 27 millions d'euros pour rendre la justice. 6 mois plus tard, ma fondation était devenue l'organisation la plus puissante du pays dans la lutte contre l'abus des personnes âgées. Nous avions sauvé plus de 200 adultes de situations d'abus. Nous avions fait arrêter 53 criminels. Nous avions réussi à faire voter par le Parlement la loi Hélène Morales, qui durcissait les peines pour l'abus financier envers les adultes et créait un système national de protection. Mais ce qui me donnait le plus de satisfaction, c'était de savoir que mon nom était devenu un cauchemar pour tous les abuseurs du pays. Chaque fois que quelqu'un essayait de profiter d'une personne âgée, la victime ou ses proches disaient « Je vais appeler Hélène Morales ». Et cette menace suffisait à faire reculer la plupart des criminels. Mon bureau principal se trouvait dans un immeuble de 10 étages que j'avais acheté dans le centre-ville. De mon bureau au dernier étage, je pouvais voir toute la ville qui m'avait autrefois considérée comme une vieille dame invisible. Maintenant, il me voyait comme une force de la nature. « Madame Hélène » me dit Patricia en examinant les résultats de notre dernière campagne. « Nous avons une interview programmée avec 60 Minutes la semaine prochaine. Ils veulent faire un reportage spécial sur votre travail et l'impact qu'il a eu sur tout le pays. » « Parfait, » répondis-je. « Des nouvelles du procès ? » ?»« Oui, Pauline et Damien ont été condamnés ce matin. Il a écopé de 15 ans pour complot, fraude et abus sur personnes âgées. Elle a reçu 25 ans pour les mêmes chefs d'accusation, plus tentative d'homicide pour les drogues qu'elle a mises dans votre boisson. 25 ans. Pauline aurait près de 70 ans à sa sortie de prison, si elle vivait aussi longtemps. Elle serait une vieille dame, exactement comme les victimes qu'elle avait abusées. Il y avait une justice poétique là-dedans qui me remplissait de satisfaction. Et le docteur Fournier ? 30 ans et sa licence médicale a été révoquée de façon permanente. Il ne pourra plus jamais exercer la médecine. Lefebvre ? 12 ans. Sa coopération avec le procureur l'a aidé, mais pas beaucoup. Il a également perdu sa licence pour exercer le droit. 40 ans de ma vie avaient été volés par ces gens. 40 ans de confiance, d'amour familial, de foi en la bonté humaine. Mais en échange, j'avais volé le reste de leur vie. Cela me semblait un échange équitable. Cet après-midi-là, en examinant les nouveaux cas arrivés à la Fondation, j'ai reçu un appel qui a de nouveau changé ma vie. « Madame Hélène Morales ?» demanda une voix féminine que je ne reconnus pas. « Oui, en quoi puis-je vous aider ?» Mon nom est Isabelle Cartier. Je suis journaliste d'investigation.
Je suis votre cas et le travail de votre fondation. Et il y a quelque chose que je pense que vous devriez savoir. Qu'est-ce que c'est ? Votre mari, Monsieur Morales. Je crois qu'il y a plus dans son histoire que vous ne le savez. Pourrions-nous nous rencontrer ? Isabelle s'est avérée être une jeune femme d'une trentaine d'années, avec la même détermination dans les yeux que celle que j'avais développée. Elle est arrivée à mon bureau avec une boîte pleine de documents et de photographies. « Madame Hélène » me dit-elle en ouvrant la boîte. « J'ai enquêté sur les opérations financières de votre mari au cours des 6 derniers mois. Ce que j'ai trouvé va changer tout ce que vous croyez savoir sur lui. » « Que voulez-vous dire ? » Votre mari n'avait pas seulement 27 millions d'euros cachés, me dit-elle en sortant des documents bancaires que je n'avais jamais vus. Il avait plus de 80 millions répartis dans des banques de 12 pays différents. Je restais sans voix. 80 millions d'euros. Mon mari avait été beaucoup plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. Mais ce n'est pas tout, continua Isabelle. Ces fonds ne provenaient pas seulement de son entreprise d'import-export. Ils provenaient de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Elle me montra des photographies de mon mari rencontrant des hommes que je ne reconnaissais pas, des documents montrant des transferts d'argent d'organisations dont je n'avais jamais entendu parler, des registres de voyage dans des pays qu'il ne m'avait jamais dit avoir visités. « Madame Hélène » me dit Isabelle avec une gravité qui m'effraya. « Votre mari était ce que nous appelons un justicier financier. Il utilisait son entreprise d'import-export comme façade pour enquêter et détruire des réseaux de crimes organisés. L'argent qu'il vous a laissé n'était pas seulement à lui, c'était de l'argent qu'il avait confisqué à des criminels au fil des ans. Vous dites que mon mari était une sorte de justicier ? Exactement. Et les 27 millions que vous avez reçus n'étaient qu'une petite partie d'un fonds beaucoup plus important qu'il avait mis en place pour continuer son travail après sa mort. Isabelle sortit d'autres documents. Il y a une lettre, Madame Hélène. Une lettre qu'il a écrite pour vous et qui ne devait être remise que si vous prouviez que vous étiez digne de continuer sa mission. Digne. Comment ? En utilisant l'argent qu'il vous a laissé pour lutter contre l'injustice, protéger les innocents, détruire les criminels qui profitent des faibles. Isabelle me sourit. Je crois que vous l'avez prouvé avec brio. Elle me tendit une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de mon mari. Les mains tremblantes, je l'ouvris et commençai à lire. « Ma chère Hélène, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as prouvé que tu es la femme extraordinaire que j'ai toujours su que tu étais. Les 27 millions étaient un test. Les véritables ressources t'attendent sur le compte dont tu trouveras le numéro à la fin de cette lettre. Utilise-les pour continuer la guerre que j'ai commencée. Utilise-les pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Utilise-les pour être l'héroïne dont ce monde a besoin. Avec tout mon amour et mon admiration, ton mari qui te connaissait mieux que tu ne te connaissais toi-même. » À la fin de la lettre, il y avait un numéro de compte bancaire et des codes d'accès qui me donnaient le contrôle de 80 millions d'euros supplémentaires. « Isabelle, dis-je quand j'eus fini de lire, c'est réel ? » Complètement réel. Votre mari avait planifié cela pendant des années. Il savait qu'un jour, quelqu'un essaierait de profiter de vous, et il savait que lorsque cela arriverait, vous trouveriez la force de vous défendre. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que vous deviendriez quelque chose de beaucoup plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Je suis restée assise en silence pendant plusieurs minutes, digérant l'information. Mon mari ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, il m'avait laissé un héritage, une mission, une guerre à continuer. « Que pensez-vous faire maintenant ?» demanda Isabelle. Je souris avec un sourire qui aurait terrifié Pauline si elle l'avait vu. Je vais utiliser chaque centime de ces 107 millions d'euros pour transformer ce pays en un endroit où personne ne pourra plus jamais profiter d'une personne âgée. Et ensuite, je vais étendre l'opération à l'international. Je vais créer un réseau mondial de protection pour les adultes. Je vais utiliser les contacts que mon mari a laissés pour traquer les criminels sur tous les continents. Ça ne vous fait pas peur ? C'est beaucoup de pouvoir
pour une seule personne. « Isabelle !» dis-je en me levant et en marchant vers la fenêtre, d'où je pouvais voir toute la ville. Pendant 65 ans, j'ai été invisible. Pendant 65 ans, j'ai laissé les autres prendre les décisions importantes. Pendant 65 ans, j'ai été la femme silencieuse qui ne dérangeait personne. Et maintenant je suis Hélène Morales. J'ai 107 millions d'euros, une fondation internationale et la détermination absolue de protéger toutes les personnes âgées du monde. Je me tournai vers elle avec un sourire qui contenait toute la fureur et toute la justice que j'avais accumulée pendant des mois. Et tout criminel qui osera toucher à une personne âgée découvrira que certaines Hélène Morales étaient connues dans le monde entier, non pas comme la vieille dame victime d'abus, mais comme la femme qui avait complètement transformé la façon dont la société protégeait ses citoyens âgés. Ma fondation opérait dans 37 pays. Nous avions sauvé plus de 5000 adultes de situations d'abus. Nous avions obtenu l'arrestation et la poursuite de plus de 2000 criminels, et nous avions réussi à faire voter par 18 pays des lois plus strictes contre l'abus des personnes âgées. Mais ce qui me rendait le plus fier, c'était le réseau de justiciers Hélène, qui s'était formé naturellement. C'étaient des personnes âgées du monde entier qui avaient appris à se défendre, qui avaient développé des systèmes de soutien mutuel, qui n'acceptaient plus d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Nous avions créé une révolution silencieuse de personnes âgées autonomes. Mon bureau occupait maintenant 3 immeubles dans le centre-ville. J'avais une équipe de plus de 500 employés, travaillant sur des cas d'abus dans le monde entier, et j'avais créé un fonds de 1 milliard d'euros qui garantissait que ce travail continuerait bien après ma mort. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 5 ans, j'ai commencé ma journée en examinant les rapports de nouveaux cas. Mais il y en avait un qui a particulièrement attiré mon attention. « Patricia ?» dis-je à ma directrice des opérations. « Ce cas de Belgique, qu'est-ce que vous en savez ?»« C'est similaire à ce qui vous est arrivé, » répondit-elle. Une femme de 70 ans dont la famille essaie de la faire déclarer incompétente pour voler sa pension et sa maison. Mais il y a quelque chose de différent dans ce cas. Quoi ? La femme s'appelle Marie Leclerc et quand sa famille a commencé à la presser, elle leur a dit « Je connais Hélène Morales et elle va venir vous chercher. » Je ris. « Elle me connaît vraiment ? » Bon, mais apparemment elle a vu une de vos interviews à la télévision et a appris vos tactiques. Elle fait semblant d'être confuse, tout en enregistrant toutes les conversations de sa famille. Elle a déjà assez de preuves pour faire arrêter 3 personnes. Envoyez une équipe en Belgique, ordonnai-je, et assurez-vous que Marie reçoive tout le soutien juridique dont elle a besoin. C'est déjà en route, répondit Patricia avec un sourire, et il y a autre chose que vous devriez savoir. Quoi ? Pauline est sortie de prison, la semaine dernière. Cela me fit marquer une pause. Pauline n'avait purgé que 5 ans de sa peine de 25 ans grâce à un appel réussi et à une bonne conduite. Je savais que ce jour viendrait, mais je ne m'attendais à ne rien ressentir. Ni peur, ni colère, ni inquiétude. Juste une sorte de curiosité froide. « Vous savez où elle est ?» demandai-je. Nos enquêteurs l'ont suivie. Elle vit dans un petit appartement dans un quartier pauvre de la ville. Elle travaille dans une supérette. Elle vit seule. Elle semble fauchée. Fauchée. Émotionnellement, physiquement, financièrement. Les 5 ans de prison n'avaient pas été tendres avec elle. Et il semble qu'elle ait appris ce que vous étiez devenu pendant qu'elle était à l'intérieur. Apparemment, certaines des autres détenues la torturaient psychologiquement, lui rappelant constamment que la femme qu'elle avait essayé de voler était maintenant l'une des personnes les plus puissantes du pays. Cet après-midi-là, pour la première fois en 5 ans, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai dit à mon chauffeur de m'emmener à la supérette où travaillait Pauline. Je l'ai trouvée derrière le comptoir, portant un uniforme bon marché et avec une expression d'ennui mortel. Les 5 ans de prison l'avaient vieilli de 20 ans. Ses cheveux, autrefois toujours parfaitement coiffés, étaient maintenant gris et sans vie. Son visage, qui brillait autrefois d'arrogance et de cupidité,
semblait maintenant creusée et sans espoir. Au début, elle ne m'a pas reconnue. J'avais changé autant qu'elle, mais dans la direction opposée. Je portais un tailleur sur mesure qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en un an. Mes cheveux étaient parfaitement coiffés par le meilleur styliste de la ville. Je portais des bijoux qui valaient plus que la maison où j'avais vécu auparavant. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu le moment exact où elle a réalisé qui j'étais. « Hélène » murmura-t-elle, son visage devenant pâle comme la mort. « Bonjour, Pauline » répondis-je d'une voix aussi calme qu'un lac en hiver. « Qu'est-ce que tu fais ici » balbutia-t-elle. « Je voulais te voir, » dis-je simplement. « Je voulais voir ce que tu étais devenue. » Elle regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir des gardes du corps apparaître pour l'arrêter ou pire. « Hélène, je suis vraiment désolée. Je sais que ce que nous avons fait était mal. J'ai eu 5 ans pour y réfléchir. » « Et sais-tu ce qui est le plus intéressant, Pauline » l'interrompis-je. « Quoi ? Que si tu ne m'avais pas trahi, si tu n'avais pas essayé de me voler, si tu n'avais pas mis de drogue dans ma boisson et essayé de me faire déclarer folle, je serais morte en étant exactement ce que tu pensais que j'étais. Une vieille dame invisible et sans défense. » Elle ne répondit pas, me regardant simplement avec un mélange de terreur et de confusion. « Mais grâce à toi, continuai-je, je suis devenue quelque chose de beaucoup plus puissant. Grâce à ta trahison, j'ai découvert que j'avais la capacité d'être une guerrière. Grâce à ta cruauté, j'ai trouvé mon véritable but dans la vie. » « Hélène, s'il te plaît, non, » je l'interrompis à nouveau. « Je ne vais pas te faire de mal, Pauline. Je ne vais pas te renvoyer en prison. Je ne vais pas ruiner la petite vie pathétique que tu as construite ici. Non, parce que tu ne m'importes plus assez pour te consacrer, ne serait-ce qu'une seconde de plus de mon temps. » Je sortis une enveloppe de mon sac et la posai sur le comptoir. « Mais je veux que tu aies ceci. Qu'est-ce que c'est ?»« Un chèque de 10 000 €. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Pourquoi ?»« Parce que je veux que tu vives une longue vie, Pauline. Je veux que tu vives de très, très nombreuses années. Je veux que chaque jour, en te réveillant, tu te souviennes que la femme que tu as essayé de détruire est devenue la femme la plus puissante du pays. Je veux que chaque fois que tu verras mon nom aux informations, chaque fois que tu entendras parler de la Fondation Hélène Morales, chaque fois que quelqu'un mentionnera les lois que j'ai changées et les vies que j'ai sauvées, tu te souviennes que tout cela existe parce que tu m'as sous-estimé. » Je pris le chèque et le lui mis directement dans les mains. « Cet argent n'est pas de la charité. C'est mon investissement dans ta misère. Car chaque fois que tu le dépenseras, tu te souviendras qu'il vient de la femme que tu as vaincue sans t'en rendre compte. » Je suis sortie de cette supérette en sachant que j'avais fermé le dernier chapitre de mon ancienne vie. Pauline n'était plus mon ennemie. Elle était simplement une vieille dame travaillant dans un magasin, vivant avec le poids de savoir qu'elle avait perdu la guerre la plus importante de sa vie. Ce soir-là, assise dans mon bureau et regardant les lumières de la ville, j'ai réfléchi à l'incroyable voyage qu'avait été ma vie. J'avais commencé comme Hélène l'invisible, la vieille dame que personne ne remarquait. J'étais passée par Hélène la victime, la femme trahie par sa propre famille. Puis, j'étais devenue Hélène la vengeresse, la femme qui avait détruit ses ennemis. Et finalement, je m'étais transformée en Hélène l'héroïne, la femme qui protégeait les innocents dans le monde entier. Mais plus que tout cela, j'étais devenue Hélène la libre. Libre des attentes de la société sur ce que devait être une femme de mon âge. Libre du besoin d'être aimée par des gens qui ne me méritaient pas. Libre de vivre une vie petite et silencieuse. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Patricia. « Madame Hélène, » me dit-elle avec émotion dans la voix, « ils viennent d'appeler de Suède. Ils veulent vous nommer pour le prix Nobel de la paix pour votre travail dans la protection des droits des adultes. » Et je souris. Le prix Nobel de la paix pour une femme qui avait commencé cette guerre comme un acte de vengeance personnelle. « Savez-vous quoi, Patricia ?» lui dis-je. « Quoi ?» « Je crois que je vais accepter.
mais seulement si je peux utiliser mon discours d'acceptation pour envoyer un message à tous les abuseurs du monde. Quel message? Que certaines vieilles dames mordent, et que lorsque nous mordons, la blessure est fatale. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé une dernière fois par la fenêtre. Quelque part dans cette ville, des personnes âgées étaient abusées à ce moment même. Quelque part dans le monde, des familles prévoyaient de voler leurs propres parents et grands-parents. Quelque part, il y avait des criminels qui pensaient que les personnes âgées étaient des proies. Facile. Mais je savais aussi que quelque part, il y avait une vieille dame qui refusait d'être une victime. Il y avait une grande-mère qui enregistrait les menaces de ses petits-enfants. Il y avait une veuve qui appelait de la police au lieu de souffrir en silence. Parce que j'avais prouvé que c'était possible. J'avais prouvé qu'il n'est jamais trop tard que l'âge peut être un masque pour la férocité et que les cheveux gris peuvent cacher des crocs très acérés. Et ça, pensais-je en éteignant les lumières de mon bureau, c'était la vengeance la plus parfaite de toutes. Non seulement j'avais détruit mes ennemis, j'avais inspiré toute une génération de personnes âgées à ne pas se laisser détruire. Certaines morsures, après tout, sont contagieuses.